Bonsoir chers tous, content de vous retrouver dans votre émission La Quotidienne. Ce soir, je suis accompagné des charmants invités, sans oublier mon chroniqueur, Jérémy Mapson. Bonsoir. Bonsoir Bernie. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et toi, comment ça va? Ça va, ça va. Toujours bien vêtu, bien habillé. Ouais, merci. C'est la sapologie. Ah, mais bien sûr. J'espère que tu n'as pas des origines du côté de l'autre côté, du Grand Congo. Tout ça, c'est l'Afrique centrale. Nous sommes pareils, c'est la famille. Mais aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'émission. Oui. Donc, qu'est-ce que vous préparez durant ce week-end? Bernie, comme d'habitude, le week-end, on se relaxe. Ah oui. C'est la fête. Et puis après, je pense que ce week-end, il y a les délibérations du second tour du bac. Ah oui. Donc peut-être qu'il y aura le show chez le voisin ou peut-être la petite sœur ou le petit frère d'un ami pourra m'appeler pour me dire viens fêter. On ira fêter en fait. En symbiose. Ah ben ouais. D'accord. Bonsoir, monsieur Mbillet. Bonsoir, monsieur Bernier. Content encore de vous retrouver sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir que de venir sur votre plateau. D'accord, merci. Nous savons bien que c'est le dernier jour. Vous avez été hyper occupé. Et comment faire pour préparer ce week-end en famille, monsieur Mbillet? D'accord, toujours d'abord rendre grâce à Dieu. Parce que tout à l'heure, après l'émission, voilà, tellement je suis fervent chrétien. C'est vrai que j'ai mes défauts, j'ai mes faiblesses, mais je crois vraiment en Dieu. Voilà, et j'ai toujours une pensée pour lui. Donc je ferai un petit détour tout à l'heure à l'église. D'accord. Voilà, passer un peu du temps dans la lecture de la parole, dans la prière. Voilà, et après, je pense que un petit footing sera le bienvenu parce que je suis aussi sportif. Et pourquoi pas ne pas prendre un petit jus? C'est important. Bon, le jus, tout ça, bon, c'est de la sucrerie, c'est un peu polluant, il y a un peu du diabète qui peut aussi nous guetter. Donc c'est mieux d'entretenir. Jérémy, toi, c'est quoi? Vin rouge? Vin fort? Bon, moi, c'est quoi? C'est vin blanc, vin rouge, la bière en passant. Ah oui. C'est pas mauvais. Ouais. Et monsieur Billet, Oui. du vin rouge aussi, bien du vin blanc? Non, pas du tout. Le vin, j'ai pris la retraite depuis déjà plusieurs années. J'ai même déjà signé l'acte de décès du vin. Dans ma vie. D'accord. Ah, ok, d'accord. Donc pas de jus, pas de vin. Si, jus en passant bien sûr, mais aujourd'hui, en fait, je parlais de cette soirée, que cette soirée était un peu réservée pour mes activités, d'abord spirituelles et aussi sportives. Ouais. Maintenant, des jus, c'est comme monsieur Jérémy le disait tout à l'heure, nous avons un long week-end qui arrive. Ah oui. Il y aura des bacheliers, il y aura nos petites soeurs qui vont nous appeler. Bon, pour essayer de festonner, nous pourrons manger. Et voilà, boire un petit jus en passant. Et c'est un long week-end. Lundi, c'est férié. Lundi, c'est férié. On me dit, j'ai appris que lundi, c'est férié. Ah, j'ai pas cette information. Bon, je n'ai pas eu vent de ça, mais si c'est férié, Si c'est férié, super. voilà, c'est Le week-end superbe. est Ça va, prolongé. ça va tu veux nous profiter. Déjà, bon? déjà que nous aurons des bacheliers, nous aurons très certainement également des parents qui viendront peut-être de province, comme ils seront d'habitude chez moi. Voilà, donc Ouais. ça va vraiment me profiter. Je pourrais passer du temps avec eux, je pourrais un peu me ressourcer. Voilà. Ouais. D'accord. Comme Monsieur ça. Mbillet, les téléspectateurs se posent la question. Mbillet, est-ce qu'il a des origines de l'autre côté? Bien, il est parent ou parenté avec le pasteur chantre Moïse Mbillet. Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on m'a souvent posée. Il n'y a pas vraiment de lien direct, mais bon, c'est comme nous le savons tous, que nous sommes tous bantous. Voilà, il y a des Angolais qui peuvent s'appeler Mbillet, il y a des Congolais qui peuvent s'appeler Mbillet, il y a des Gabonais qui peuvent s'appeler Mbillet. Donc, en fait, c'est un nom qui a plusieurs origines. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai des origines congolaises. Voilà, ça, il faut que je le dise. Maintenant, je peux dire que nous sommes disons, du même village, parce que c'est un nom qui est vraiment très rare. Voilà, qui est vraiment très rare dans l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà. Donc je peux dire que c'est un oncle, mais comme on le dit souvent ici au Gabon, un oncle éloigné. D'accord. Voilà. Donc, Chers téléspectateurs, nous avons pas mal d'informations à vous faire passer. Nous allons premièrement parler de comment faire pour réussir son bac au second tour. Et secondo, nous allons parler des axes Jardin de Jade jusqu'à Malibé. Les travaux se font, ça se poursuit. Donc, Jérémy, qu'est-ce que tu en penses? Quand on sait bien que généralement chez nous au pays, au Gabon, les travaux se font de journée et non de nuit. Et ça prive certains riverains de la localité d'Akanda. Comment remédier à cela? Bon, déjà, il faudra signifier ici que c'est une situation difficile à laquelle fait face les ressortissants de la commune d'Akanda. J'ai pu observer récemment dans des statuts de mes amis de là-bas un embouteillage de taille en fait. C'est vraiment immense. Et il y a souvent des personnes, bon, heureusement qu'il y a l'hôpital d'Akanda là-bas, mais ce n'est pas tout le monde qui se fait soigner là-bas. Bien sûr. Et il y a parfois des gens qui quittent de là-bas pour venir suivre des cours dans la commune de Libreville. Donc ces embouteillages sont vraiment difficiles. Mais je pense que pour pouvoir essayer de mettre fin à cette situation difficile,
on peut soit repousser les heures du couvre-feu spécialement dans la commune d'Akanda pour permettre aux gens de rentrer chez eux jusqu'à minuit. Mais Jérémy, si on repousse les heures du couvre-feu, est-ce que dans le grand Libreville, bien à Ovendo, ils vont dire que bon, on a repoussé à Kanda, donc tout est permis, voilà, tout est permis aussi chez nous. Ben non, il ne faut pas que les gens se leurrent. Oui. La commune d'Akanda, ce n'est pas la commune de Libreville, ni la commune d'Ovendo. Chaque commune a ses réalités. Voilà. En ce moment, la commune qui est vraiment paralysée du fait des travaux routiers, c'est la commune d'Akanda. Libreville n'a rien à voir avec. Mais les gens se disent aussi qu'à Libreville, au Grand Libreville, il y a des travaux qui se font. Pourquoi déconfiner à Kanda alors qu'à Libreville, il y a des travaux aussi d'aménagement qui se font? Les travaux d'Akanda n'ont pas la même ampleur que celui de Libreville, en fait. Donc, je pense qu'on peut donner un statut particulier, on peut faire une dérogation particulière à ceux d'Akanda et laisser ceux de Libreville et d'Ovendo et du reste du Gabon dans la situation actuelle. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Oui, Monsieur Millet, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà, j'aimerais déjà saluer l'initiative des gouvernants qui avaient trouvé bon de pouvoir initier ces travaux, parce que ça devenait vraiment compliqué. Voilà, oui, parce que aux environs de 16h, 17h, pour tous ceux qui travaillent à Libreville, pour s'y rendre à Kanda, ça devenait très compliqué avec les embouteillages. Effectivement. Donc ils ont trouvé bon de le faire, donc c'est déjà salutaire, parce que le plus souvent les gens critiquent, mais quand il y a des bonnes choses, il faut également remercier et féliciter. Oui. Voilà. Bon, maintenant, cette initiative est confrontée à un problème, c'est celui de la circulation et également des mesures d'état d'urgence, oui. C'est-à-dire du couvre-feu, voilà, qui est aussi vraiment un ennemi qui embête un peu. Donc je pense qu'il y a quand même moyen de concilier les deux choses. Voilà. Donc je pense qu'il y a des responsables, il y a plusieurs matières grises du côté d'Akanda et du côté des membres du gouvernement. Je pense que c'est à eux de pouvoir proposer des solutions. Voilà, pour pouvoir ils doivent trouver des solutions. Nous également, on peut proposer. Oui, effectivement. Voilà, parce que gouverner, ce n'est pas gouverner seul, on gouverne avec les autres. Prévoir. Voilà. Donc, c'est eux qui prennent les décisions. Mais à travers l'émission à la quotidienne, on peut leur donner des idées. On accompagne le gouvernement dans une prise de décision pour essayer de solutionner certains problèmes. D'accord. OK, bon, comme proposition, voilà, comme proposition, merci beaucoup de m'avoir tendu la perche. Comme proposition, je pourrais par exemple demander qu'on puisse peut-être repousser l'heure des travaux. Voilà, parce que je pense que c'est pas mieux de les ramener. On n'est pas obligé de faire les travaux aussi à la même heure, par exemple, que les gens. On peut les ramener, peut-être, je ne sais pas trop. De 24 heures à bon, disons même à 22 heures, parce que, bon, on dit que le couvre-feu, c'est à 21 heures. Je me dis qu'à 21 heures, 22 heures, je pense que c'est quand même un peu plus calme. C'est vrai que les gens circulent, mais c'est quand même un peu plus calme, plutôt que quand on fait ces travaux aux environs de 16 heures, 17 heures. Voilà, je pense déjà que ça va être l'une des solutions. Deuxième solution. Bon, déconfiner, comme des gens disent, moi je pense que ce ne serait pas vraiment responsable parce que la pandémie n'a pas encore vraiment cessé. On parle de troisième, quatrième vague. Voilà, on ne sait jamais. Donc je pense que ce serait vraiment irresponsable que de demander un déconfinement. Mais je pourrais peut-être demander qu'on puisse parce que là bon, j'ai d'abord eu à faire une première proposition, mais là j'en fais une deuxième, peut-être essayer de, je ne sais pas trop, de repousser l'heure du couvre-feu pour permettre d'abord à toutes les populations de rentrer chez elles. Voilà, de rentrer chez elles et de permettre enfin à ces sociétés qui font ces travaux de pouvoir travailler sereinement, même jusqu'au matin, comme ça, ils vont se reposer. Donc, je pense, si je comprends bien, Yannick prône pour le travail de nuit. Voilà. C'est-à-dire qu'on repousse le couvre-feu jusqu'à 22h minuit. Pour éviter les embouteillages. Pour éviter les embouteillages. Pour que chacun puisse rentrer chez soi dans la tranquillité. Voilà. Ou soit on garde le couvre-feu à 21h. Mais aucun travaux ne s'exécute en journée, ça s'exécute toute la nuit. Oui, il y a les autorités compétentes de Akanda qui sont allées demander des excuses auprès du maire central de Libreville et des riverains par rapport aux travaux qui se font dans cette commune. Oui. On pense que c'est responsable. C'est responsable. Reconnaître déjà. Les riverains se plaignaient, la population se plaignait. Voilà. C'est super. Il faudrait s'excuser. Et puis après, il ne faut pas que s'excuser. Essayez également de prendre en considération. Moi, je m'adresse ici aux directeurs, aux propriétaires de ces entreprises-là, d'aller faire des propositions au gouvernement ou aux autorités, auprès des autorités municipales, comme notre frère Yannick ici l'a proposé. Soit on repousse l'heure du couvre-feu pour éviter les embouteillages afin que chacun entre chez lui tranquillement, soit
aucun travail ne s'exécute en journée, ça s'exécute exclusivement de nuit. Voilà. Donc c'est aux autorités, c'est aux entreprises en question d'aller saisir les autorités pour faire des propositions, ou encore c'est simplement à travers notre émission La Quotidienne aux autorités de décider à travers les voies de solutions que nous leur proposons. D'accord. Chers téléspectateurs, vous l'avez bien compris, si vous résidez à Kanda, sachez que désormais vous pouvez circuler librement, les autorités se sont excusées. Donc nous allons marquer une petite pause et prendre la chronique Minute Juridique. Le Seigneur s'est levé en faveur de ma nation. Oui, mon Dieu s'est levé, éradiquer tout le mal qui règne. Son jugement est là, par le feu il dominera ses ennemis. Je vois des étoiles tomber, remplacées par la relève, pour un nouveau ciel. C'est le jugement de Dieu. Important, asseyez-vous et nous prenons tout à l'heure la minute juridique. Jérémy, tu peux nous faire le devoir de nous présenter cet invité qui n'est plus à présenter, mais il est toujours important de présenter l'invité. Bien sûr, Bernie. Alors, merci. Alors, aujourd'hui, dans la minute juridique, nous allons parler exclusivement du contrat administratif. Et pour ce faire, l'invité du jour, c'est le monsieur que vous avez rencontré tout à l'heure dans l'émission La Quotidienne, qui n'est d'autre que monsieur Mbié Yannick. Yannick, comment va? Très bien, je vais très bien, merci beaucoup. Super. Ben voilà, je voudrais vous dire à vous que Yannick est un juriste, voilà, qui a fait toutes ses classes à l'université Omar Bongo. Il est détenteur d'une licence fondamentale en droit public et d'un master 2 en administration publique, option gouvernance d'État. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous parlerons des contrats de type administratif. Il faut savoir que dans les précédents numéros, nous avions déjà étudié les questions de contrats, mais c'était des contrats qui régissaient des rapports entre individus,
entre personnes privées, c'est-à-dire entre Bernie et moi, entre Yannick et moi, entre nous tous. Contrat privé, Voilà. contrat de travail. Voilà. D'accord. Mais aujourd'hui, nous allons étudier un autre type de contrat appelé contrat administratif. Et pour ce faire, nous avons préparé pas mal de questions pour que Yannick puisse nous édifier sur la question du contrat administratif. Afin qu'il puisse aussi édifier les téléspectateurs qui nous suivent. C'est Très bien. important. Très bien. Alors Yannick, première question, on va savoir ici, tu vas essayer de nous dire, qu'est-ce qu'un contrat administratif? D'accord, merci beaucoup, Monsieur Jérémy Mapango. D'abord, si vous me permettez, il faudra dire que l'État, voilà, dans ses missions régaliennes, voilà, a souvent besoin de leviers. Voilà, et ces leviers ne sont rien d'autre que les personnes publiques, donc c'est-à-dire les personnes morales de droit public, que sont les différentes institutions, les différentes administrations, et de ces administrations découlent ce que nous appelons des autorités publiques. Oui. Voilà, et ces autorités publiques prennent ce dont vous avez eu à parler déjà dans une des émissions précédentes, des actes administratifs. Voilà, vous avez eu à parler des actes administratifs unilatéraux. Oui. Voilà, et aujourd'hui, je pense que nous, en parlant du contrat, nous allons parler d'un acte bilatéral parce que c'est un acte qui concerne deux parties, qui sont le contractant et le co-contractant. Oui. Voilà, donc c'était un peu déjà pour planter le décor, ce que nous pouvions dire par rapport à cela. Oui. Maintenant, en parlant de contrat administratif, nous avons d'une part le mot contrat, nous avons d'autre part administratif. Oui. Un contrat, c'est un accord de volonté, voilà, ayant pour but, voilà, de créer des effets de droit entre ces deux types de parties au personnes, contrat. voilà, les parties du contrat. Oui. Maintenant, administratif, nous savons que c'est tout ce qui est rattaché à l'administration, donc c'est-à-dire à l'action publique, aux différentes institutions. Donc, si nous mélangeons les deux définitions, nous avons d'une part un accord de volonté qui met, voilà, en relief En action. ou encore en action l'activité des autorités publiques en charge des questions de l'État ou encore en charge des questions administratives. D'accord. Voilà. Pour continuer, nous pouvons également dire que un contrat administratif a plusieurs particularités, voilà, Oui, qui sont lesquelles? différentes, voilà, qui sont un peu différentes des contrats de droit privé. Voilà, il faut d'abord dire qu'un contrat administratif donne un peu plus de pouvoir à l'administration, voilà, par rapport à son co-contractant. Voilà, son co-contractant peut être une personne privée, voilà, ça peut également être une personne publique, mais dans un contrat administratif, il y a toujours, disons, un pouvoir un peu plus dominant de l'administration, voilà, qui est souvent à l'initiative du contrat. D'accord. Bernie, Oui, Jérémy, j'ai pas mal aussi des questions à poser à M. Mbillet. Monsieur Mbillet, qu'est-ce qu'une personne publique, puisqu'on parle du contrat administratif? D'accord. Une personne publique renvoie premièrement à une personne morale de droit public. Voilà, donc on entend par là les institutions publiques. Ça dépend. Ça peut Oui, être. quelles sont ces institutions? Voilà, ça Citez peut. quelques-uns, bien quelques-unes. Oui, ça peut être un ministère. Voilà, ça peut être un ministère. Ça peut être une direction générale, par exemple. Ça peut être un établissement public. Voilà, en tout cas, toutes les institutions qui concourent à l'avancement ou encore aux missions d'intérêt général de l'État. d'accord. D'accord. Donc, si on comprend bien, je vais essayer de revenir rapidement, essayer Oui, Jérémy. voilà, en français facile. Le contrat administratif, comme l'a si bien dit Yannick, c'est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes. Oui. Alors, au sein où ces personnes s'accordent à faire ou à ne pas faire certaines choses, et les acteurs que l'on trouve dans ce contrat administratif, il y a simplement la présence d'une personne publique, comme il a si bien dit. Par personne publique, ça peut être le ministère de l'Agriculture qui signe un contrat avec une société qui a pour but de tuer, par exemple, les animaux nuisibles qui nuisent à la reproduction de certaines plantes. Voilà comment on est le contrat ici. Donc, il y a un avait eu, acteur- Jérémy, auparavant, Oui. L'opération Tuer les rats. Voilà, tuer les rats. Oui. Donc vous voyez que le ministère en charge de la salubrité, par exemple, Oui. peut signer un contrat avec une société qui a pour but de dératiser ou encore de désinfecter des espaces. Donc le contrat administratif serait simplement ça. Comme Yannick l'a si bien dit, l'intervention d'une personne publique, donc une personne qui a la personnalité juridique de droit public et D'accord. une personne morale ou physique de droit privé. D'accord. Voilà, bon, moi je vais poser une autre question à Yannick. Est-ce que tu peux, bon, la question a déjà été posée, il faudrait qu'on puisse un peu agrandir la question, Oui, c'est-à-dire donner plus élargir, d'exemples oui. des personnes publiques.
Parce que tous les jours, on entend personne publique, Oui, personne oui. publique, personne publique. Qui est- Essayons, est-ce que la personne publique, elle peut être aussi autre que morale? Est-ce qu'il existe des personnes publiques physiques? Essaye un peu de citer, de nous énumérer les différents types de personnes physiques qui Public. existent. Oui. D'accord. Bon, personnes publiques, d'un point de vue commun, le plus souvent, bon, ce sont des personnalités le plus souvent publiques ou encore physiques ou encore morales. Oui, comme Voilà. exemple. Comme Personnalité exemple, publique, oui. voilà, une personnalité publique, bon, le plus souvent par rapport à la doctrine, parce qu'il y a eu plusieurs débats. Voilà. Il y a des débats par rapport à la doctrine qui disent qu'une personne publique, donc c'est-à-dire que ça peut être une personne physique, Ah oui. voilà, mais qui occupe par exemple un haut poste de Dans la dignité, hiérarchie. voilà, dans la hiérarchie. Ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, un directeur général, parce qu'il a un pouvoir décisionnel. Ça peut être un ministre, parce que Un maire. un maire, Un maire, voilà, ça qui peut agit être, voilà, ça peut être un pouvoir, ça peut être un gouverneur, ça peut également être une personne à qui on a eu à déléguer, Oui. bien sûr, le pouvoir de pouvoir engager du point de vue contractuel l'État. Voilà, donc ça c'est du point de vue des personnes physiques. Oui, mais on a également des personnes morales, comme je vous disais, des établissements publics. Oui. Voilà, ça peut être l'université, par exemple, Omar Bongo, Oui. c'est une personne publique. C'est une personne Ça publique. peut être le CES d'Angondje ou encore le CES Le Big Man, comme on appelle aujourd'hui. Voilà, donc en fait, ça met en exergue, personne publique, ça met en exergue toute personne en charge, vous voyez un peu, d'engager l'État dans tel ou tel compartiment. Mais ici, nous nous limiterons du point de vue contractuel parce que nous sommes dans le cadre du contrat administratif. D'accord. Bernie, Oui, monsieur Mbié, on parle du contrat administratif. Donc, ma question est la suivante. Le contrat administratif prend-il pour égalité comme pour le contrat privé? Merci beaucoup pour la question. C'est d'ailleurs une question très importante. Oui. Voilà, parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Bien sûr. Voilà, il y a une très grande différence Ah oui. de ce point de vue, parce que dans un contrat de droit privé, comme vous dites, il y a une certaine égalité entre les parties, voilà, parce que chaque partie vient avec sa volonté, c'est des personnes privées. Voilà. Par contre, du point de vue du contrat administratif, il n'y a pas d'égalité. Il y a, comme je disais tantôt, un pouvoir accru de l'administration dans ce contrat, parce que c'est l'administration qui est premièrement à l'initiative, c'est l'administration qui contrôle, voilà, et l'administration a ce qu'on appelle un pouvoir exorbitant, si je peux le dire, par une clause qu'on appelle... elle jouit de la puissance voilà, publique, elle joue ouais. de la puissance publique, Elle jouit de voilà, la puissance à travers une clause que l'on appelle une clause exorbitante du droit commun, Oui, voilà, qui d'accord. donne à l'administration le plein pouvoir sur le contrat, le pouvoir de sanction, voilà, auprès de son co-contractant, si jamais celui-ci ne vient pas à réaliser toutes les missions qui lui avaient été assignées dans le contrat. Un pouvoir de résiliation, l'administration peut le faire quand il y a des manquements graves et avérés du côté du co-contractant. Voilà, mais comment dire ça, cette résiliation ou encore cette sanction est toujours d'abord précédée d'une mise en demeure. C'est-à-dire que l'autorité administrative ne peut pas sanctionner ou encore résilier un contrat sans faire de mise en demeure. Donc c'est un peu tout cet ensemble de pouvoirs, voilà, qui crée un peu cette inégalité. Donc c'est-à-dire que c'est l'administration ou encore l'autorité administrative qui a ce pouvoir. Et pour illustrer cela, nous pouvons citer un arrêt. C'était l'arrêt Conseil d'État de 1912, Société des granites et de Porphyroïde de Vosges. voilà, Porphyroïde de Vosges, où on a réellement eu à avoir cet emploi de cette clause La exorbitante, toute-puissance de l'État, voilà, de la ou d'une toute-puissance de personne l'État publique ou d'une personne publique, Partie à un contrat. partie à un contrat administratif. Voilà. D'accord. Donc, Oui, Jérémy. en parlant de contrat administratif, ce que Yannick veut simplement nous faire comprendre, c'est que le contrat administratif n'a pas les mêmes effets, n'a pas les mêmes obligations que le contrat de droit privé. En contrat de droit privé, les parties sont sur le même piédestal. Ça veut dire qu'elles sont protégées de la même façon. Elles ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Tandis qu'en contrat administratif, il y a une personne qui est favorisée. Et cette personne Quelle est cette personne qui est favorisée? Cette personne qui est favorisée, c'est l'État. Autrement dit, la personne publique. D'accord. Ça veut dire que si l'Université Omar Bongo signe un contrat avec un particulier ou même avec une société internationale, l'Université Omar Bongo est privilégiée dans ce contrat de type administratif. Donc, Jérémy, j'en reviens, vous parlez de l'université, signe un partenariat, un contrat, par exemple, privé avec une école privée. Oui. Je prends l'exemple, par exemple, de l'UOB et de l'école privée
ITA. Oui. Donc ça veut dire que, si j'entends bien, c'est l'UOB qui aura plus de pouvoir Bien que sûr, bien sûr, l'ITA. bien sûr. Notamment, parmi ces pouvoirs, Yannick l'a si bien dit, il y a le pouvoir de résiliation. Voilà. Il y a le Le pouvoir pouvoir de résiliation, c'est quoi? c'est de mettre fin. Mettre D'accord. fin, Rompre le le contrat. contrat. Oui. Voilà. Mais faudrait, ou encore modifier les clauses du contrat. Oui, par un avenant. Oui. Voilà. De manière Jérémy, unilatérale. excusez-moi, on Mais peut modifier les clauses? Oui, on Bien peut sûr. modifier les clauses du contrat, Bien sûr. mais il y a une condition sine qua non. La Quelle est cette condition? Voilà, on peut résilier le contrat, modifier les clauses du contrat que lorsque l'intérêt général se fait ressentir. Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'il a pris l'exemple de la société, la décision de 1912 Conseil Vosges. d'État en Oui. France, la société des granites porphyries de Vosges. Comment est-ce que la collectivité, c'est-à-dire parce qu'une collectivité est une personne publique, Bien sûr, elle joue oui. également de ce que l'on appelle la puissance publique. Oui. Mais comment est-ce que la collectivité, qu'est-ce qui a fondé le fait que la collectivité mette fin à ce contrat? C'est simplement le fait que le contrat n'a pas été exécuté de la meilleure des façons par la société des granites porphyries de Vosges. Ils livraient des pavés, Oui, mais ils ont accusé du retard. dans la D'accord. livraison Je des prends, on pavés. prend un exemple palpable. Nous Oui. sommes au Gabon. Oui, Auparavant, il y avait la société Averda. oui, très bien. Averda, au lieu Très d'aller bien, en France, il y avait Voilà. Averda. Oui. Et on a pu constater que Averda n'existe plus. Oui, Ils avaient, en fait, ils avaient signé un contrat avec Avec l'État, Bien qui sûr. est la mairie centrale. Bien sûr. Pourquoi Averda n'existe plus? Bon. Le contrat a été tout simplement résilié. bien rompu. sûr. On peut supposer ici, parce qu'on ne connaît pas le fond Ah oui. de la cessation des activités de la société Averda, on peut supposer ici que si le contrat a cessé d'exister, si la société n'exerce plus ici, c'est parce qu'il y a sans doute eu une rupture de contrat. Mais qu'est-ce qui aurait pu justifier cette rupture de contrat? Dans les contrats de type administratif, c'est que le contrat n'est pas exécuté par le co-contractant de l'État ou le co-contractant d'une personne publique en bonne et due forme. Bonne et due forme. D'accord. Donc, il y a du genre un travail fait à moitié, voilà, des zones qui sont nettoyées, des zones qui ne sont pas nettoyées. Vous voyez? Vous savez que le fait de transporter, de nettoyer la place publique, c'est pour protéger la santé des riverains, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'une société qui a pour but de la collecte des ordures ne le fait pas très bien, vous voyez que la santé des personnes est en danger. Bien Et sûr. donc, c'est un élément, voilà, qui est en déclenche. rapport avec l'intérêt général. Motif de santé Notamment publique. Pour motif de santé publique, qui D'accord. pourrait justifier le fait que l'État décide, sans concertation avec son co-contractant, de rompre, de ne plus exécuter sa part de contrat. D'accord. Voilà. Donc, Yannick, moi j'aimerais revenir, après tous ces brillants exposés, tu as parlé de la clause exorbitante de droit commun. Mais je dirais que c'est une notion terrible. Clause exorbitante de droit commun. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Clause exorbitante Qu'est-ce que de droit cela commun. signifie? Oui, c'est important. D'accord. Il faut d'abord dire que lors de la rédaction d'un contrat, tout est souvent écrit noir sur blanc. Donc c'est-à-dire que tout est clairement spécifié. L'administration, nous avons eu à dire tout à l'heure que c'était un accord de volonté. Donc c'est-à-dire que l'administration ou encore la personne publique dit clairement ce qu'elle veut. Vous voyez? Et, Oui. le co-contractant ou encore l'autre partie également exprime également sa volonté. Voilà. Mais la clause exorbitante de droit commun est une clause où l'État également, comme je vous le disais tout à l'heure, parle de tous ses pouvoirs. Vous voyez un peu? Voilà. Donc ça veut dire que la personne publique dit réellement qu'au cas où tu ne feras pas ceci, voilà les sanctions. Au cas où tu ne feras pas cela, je peux résilier et ainsi de suite. Donc en fait, c'est une clause par laquelle la personne publique exprime clairement toute sa puissance sur la partie adverse, mais concernant, bien sûr, toutes les missions qui ont été assignées à cette personne. Bié Yannick. Bié Yannick, oui. En cas de non-satisfaction de l'État sur les différents contrats. Bon, tout à l'heure, vous avez parlé de clauses. Il y a une clause dès le départ lorsqu'on signe un contrat, mais en cas de non-satisfaction, allais-je dire, est-ce que la clause qui a été fixée par le contractant ou l'État envers la société adjudicataire, on ne la reverse pas totalement? Non, la société adjudicataire, comme vous dites, a également un pouvoir, également de pouvoir faire un recours
Voilà, parce qu'il y a d'abord l'état de droit. Nous sommes d'abord dans un état de droit. Voilà, ce n'est pas parce que l'État a cette clause que ça veut dire qu'ils feront tout ce qu'ils veulent. Non. Ouais. Cette puissance, en fait, c'est une puissance légitime ou encore régulière. C'est-à-dire que cette puissance ou encore cette prédominance de la personne publique dans ce contrat s'exerce selon certaines règles. Mais si ces règles également sont violées, la partie co-contractante peut également saisir soit l'autorité de régulation s'il s'agit d'un contrat de partenariat public-privé, parce que c'est également l'un des contrats administratifs, ou encore peut saisir la juridiction, non, ou encore peut d'abord saisir l'institution, parce que je pense que dans vos émissions précédentes, vous avez parlé des recours préalables. Voilà, donc on peut en reparler, ça agit ici. Donc ça veut dire que la société, ou encore, je ne sais pas trop, la personne privée, peut également saisir d'abord le ministère, voilà, d'abord par un recours gracieux. Si ça ne marche pas, ils peuvent également faire un recours hiérarchique, donc c'est-à-dire auprès peut-être du ministre, s'ils avaient d'abord saisi le directeur général, et après aller vers les juridictions. D'accord. Monsieur Mbilé, j'aime bien ce nom-là, Mbilé, a fait référence au pasteur Mbilé. Donc, on va prendre une dernière question. Peut-on rompre unilatéralement un contrat administratif? Je dirais oui. Pourquoi oui? Je dirais oui, d'abord parce que l'administration, voilà, a ce pouvoir, voilà. Mais il faut que, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit justifié, voilà, parce que on rompt unilatéralement un contrat. Bon, d'abord, ça dépend de ce que vous entendez par unilatéral. Si c'est unilatéral du point de vue juridique, voilà, je dirais oui, parce que l'administration a ce pouvoir, mais il faut que ce soit justifié. Voilà, il faut que ce soit justifié par un motif d'intérêt général, il faut que ce soit justifié par un motif de nécessité publique, il faut que ce soit justifié par un motif vraiment qui permettra à l'ensemble des juridictions peut-être qui seront en charge de régler ce problème, ou encore, je ne sais pas trop, aux personnes publiques chargées du contrôle, de pouvoir vraiment recevoir cette résiliation. Voilà. Et il y a toujours, comme je le disais tout à l'heure, une mise en demeure. Donc, c'est-à-dire que l'administration ou encore la personne publique ne se lève pas un matin et résilie le contrat. Non. Il y a des mises en demeure. Et dans cette mise en demeure, on clarifie clairement et on dit clairement à la partie adverse que voilà, nous avions dit cela, ça n'a pas été respecté. Et voilà, donc, à partir d'aujourd'hui, si vous le refaites prochainement, nous allons résilier le contrat. Donc, ça veut dire que la partie adverse sera toujours avertie. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est un peu ce que j'avais dit. Jérémy, Monsieur Mbilé va nous dire en quelques mots, c'est quoi un contrat administratif? Un résumé. D'accord. Donc, nous avions dit tout à l'heure qu'un contrat administratif, voilà, était un accord de volonté qui met en relief deux parties, la partie contractante et la partie co-contractante, mais c'est pour des motifs d'intérêt général. Voilà, parce que l'administration n'est pas là pour faire du profit comme des personnes privées, mais c'est pour des motifs d'intérêt général. Voilà, donc tout ce qui aura pour but comme contrat de poursuivre un motif d'intérêt général et qui sera émis par une personne publique aura toujours une finalité administrative. Parce que ici, ce qu'on regarde, c'est la finalité du contrat. Voilà, si la finalité du contrat est par exemple d'enrichir M. Mbilé Yannick, là, ce n'est pas un contrat administratif. Par contre, si la finalité du contrat est de mettre des effets positifs, hein, pour servir l'intérêt général ou encore une administration ou encore les populations, là, nous sommes dans le cadre d'un contrat administratif. D'accord. Chers téléspectateurs, j'espère que chez vous, vous avez été bien édifiés par notre invité, qui n'est que Moïse Mbilé. Nous allons marquer une petite pause et on revient tout à l'heure.
chers téléspectateurs, nous allons aborder la thématique de comment réussir son bac au second tour. Monsieur Yannick Billet, je ne sais pas si vous êtes parenté avec Moïse Billet, et j'ai toujours tendance à dire Moïse Billet, mais c'est pour rigoler, c'est important. C'est normal, j'ai l'onction pastorale, je comprends. Ok, d'accord. C'est Donc, Jérémy, vous avez été élève bien avant d'être professionnel. Oui. Comment avez-vous fait pour pallier aux difficultés du bac au second tour? Est-ce que vous étiez admissible, bien vous avez le bac d'office? Ouais, ben moi j'ai été admissible, donc j'ai connu le second tour. Et d'ailleurs au second tour, j'étais repassé en français et en mathématiques. Donc pour réussir déjà son second tour, c'est déjà de mieux préparer son examen. Quand on va au second tour, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon. Si on va au second tour, c'est parce qu'on est bon, mais il y a manqué quelque chose. Donc aller au second tour, c'est aller déjà avec des connaissances que l'on va aller confirmer devant le jury pour dire que si vous m'avez donné une seconde chance, c'est parce qu'en réalité, j'ai oublié au premier tour de dire ça, mais là, je suis venu pour vous dire maintenant la vérité. Donc, je suppose que pour réussir, voilà, son second tour, il faut être confiant, voilà, il faut croire en soi, il ne faut pas être stressé, voilà. Il faut répéter, mais répéter. Jérémy, est-ce qu'il n'y a pas le problème sur le choix des matières? Est-ce que c'est pas aussi un handicap? C'est ça aussi, c'est ça aussi. Il y a des personnes qui font des mauvais choix. Voilà. Ce que je dirais à ces personnes, c'est que pour facilement éviter de faire un mauvais choix de matière, c'est de repasser dans les matières dans lesquelles on a eu les plus petites notes. Ça, c'est mon point de vue. Si vous avez fracassé partout et que vous avez un 4 et un 5, repassez dans le 4 et le 5, même si ce sont les mathématiques. Même si les mathématiques, c'est votre bête noire. Au second tour, on ne va pas vous manger. On veut juste savoir si vous avez la capacité de réagir face à un problème, face à une question. Dès que vous avez prouvé que vous avez cette capacité-là, en gros, vous devrez avoir la moyenne. D'accord. Monsieur Yannick Billet? Oui, bon, moi je pense que concernant ce sujet, d'abord, il faudrait d'abord qu'on sache combien de points cette personne rattrape. Parce que je me dis que la personne qui aura 5 points rattrapés n'a pas forcément le même stress ou encore la même motivation ou encore, je ne sais pas trop. Voilà, qu'une personne qui rattrape par exemple 25 points. Monsieur Yannick Billet et Jérémy Mapangou, la personne qui a 5 points, vous l'avez si bien dit, est-ce que rien que sa présence déjà ne compte pas déjà? Il n'y a pas déjà... Non, mais ça dépend. Ça dépend parce que j'avais déjà eu à assister à ce scénario de ce genre. Ah oui. Vous savez qu'il y a des matières facultatives. Donc, c'est-à-dire couture, dessin, je pense que c'est encore d'actualité. Voilà, donc ça veut dire que si vous avez par exemple eu 17 à ces matières facultatives, donc ça veut dire qu'il y a déjà, je pense, 7 points de réserve. Oui. C'était comme ça à l'époque, à moins que ça puisse avoir changé. Mais c'est trop rare, c'est très rare aujourd'hui. Voilà, il y a déjà 7 points de réserve, donc c'est-à-dire que quand vous avez déjà 5 points, donc ça veut dire, quand on fait le différentiel, 7 points plus 5 points, je pense que la personne a déjà, je peux le dire ainsi, réussi à son bac. Voilà, donc il y a déjà cela. Maintenant, la personne qui vient avec un déficit de 25 points rattrapés, je pense que là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des réflexions. On s'interroge un peu sur ce dont vous avez parlé tout à l'heure, excusez-moi, sur le fait de quelle matière je veux prendre. Est-ce qu'il faut que je revienne dans des matières où, par exemple, j'ai eu 9 ou il faut que je revienne, par exemple, en mathématiques, là où j'ai eu 2. Donc, il y a toujours un peu ce petit doute. Mais je pense que le conseil à suivre, c'est celui qu'a donné mon frère, c'est de revenir sur les matières. Voilà. Yannick Billet, il y a des candidats qui laissent parler leur cœur. Des fois, lorsque les parents les disent que pour prendre telle matière, bien des gens qui sont passés par là, prendre telle matière, elles sont plus à l'aise sur telle matière. Non, mais c'est ça l'erreur à ne pas faire. Généralement, il y a l'échec là-dessus. C'est ça l'erreur à ne pas faire. Parce que je me dis que le bachelier, le futur bachelier, autant pour moi, et le candidat, c'est moi. Okay? Donc ça veut dire que je connais forcément mes forces et je connais mes faiblesses. Ouais. Donc c'est-à-dire que si j'ai par exemple eu à avoir, je ne sais pas trop, 10 ou encore j'ai eu 9 en philosophie et que j'ai par exemple eu 3 en espagnol, c'est mieux que je reparte en espagnol et que je reprenne mes textes, puisque quand on prépare le bac d'un point de vue général, il y a souvent un peu plus de matière, tout ça. Mais là, c'est une seule matière. Donc je pense que nous aurons un peu plus de possibilités de pouvoir maximiser. C'est pas trop nos notes. Donc moi je pense que le mieux c'est de ne pas stresser, deuxièmement, et aussi le côté spirituel. Monsieur Berny, que les gens oublient souvent. C'est pas parce que je suis futur pasteur, vous m'appelez Moïse Mbié que j'en parle. Non, mais c'est parce que le bac est spirituel, monsieur Berny. Vous n'allez pas être à la veille du bac, monsieur Berny. Donc le bac, hormis d'être physique, aussi spirituel. Il est spirituel. Parce que c'est une épreuve, toute épreuve est spirituelle. Toute épreuve est spirituelle. Même là où nous sommes, c'est spirituel. C'est spirituel. Hein?
je parlais qu'avant de venir ici, vous êtes préparé, monsieur Ben. Vous n'avez pas fait un tour dans un bistrot ou bien dans un, c'est pas trop pour aller faire n'importe quoi et venir tourner une mission. Non. Il faut, en fait, toute chose se prépare par un état d'esprit. Même la prière. Quand on va à l'église, ça se prépare. Donc, il se prépare du point de vue spirituel, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher n'importe quoi. Il faut d'abord être réservé. Si on aimait des bières ou bien du vin, comme je ne sais pas trop certaines personnes que je connais, que je ne fustige pas d'ailleurs, mais je pense qu'il faut d'abord qu'on mette d'abord tout cela à côté, parce que ce n'est pas que je veux fustiger les personnes qui boivent, mais le vin, quand tu viens travailler en état d'ivresse, le travail est biaisé. Voilà, c'est biaisé. Et en plus, il faut qu'on évite de s'entourer de certaines personnes, mais qu'on puisse vraiment se concentrer, qu'on aille au travail. Et à la veille, on travaille sérieusement. Et le matin, quand on part également, il y a également un état d'esprit adopté. On vient dans sa salle, éviter d'un peu trop causer avec des gens n'importe comment. Oui, monsieur Yannick Billet. Jérémy, il y a des candidats aux épreuves orales. Lorsqu'ils arrivent, ils sont un peu saouls. Est-ce que ce n'est pas pour tuer ce stress? Non, moi je ne connais pas qui est déjà parti au bac. Forcément, il y en a, hein, oui. Mais ce n'est pas très bien de le faire. Sincèrement, pour mieux affronter la peur, hein, il faut avoir peur. Parce que c'est quand vous avez peur que vous avez envie de mieux faire. Et que vous respectez même l'épreuve qui est devant vous. Et que vous respectez l'épreuve qui est devant vous et que vous faites même souvent preuve d'humilité. Oui, mais Jérémy, est-ce que lorsque vous n'avez pas peur là, vous venez devant le membre du jury, est-ce que le trac ne vous manque pas? Est-ce que vous arrivez à vous exprimer? Naturellement, la peur est intrinsèque à l'être humain. Bien sûr. Moi, par exemple, quand je passais mon second tour, je vais parler exclusivement de mon épreuve de français à l'oral. J'étais tombé sur un monsieur et une dame. D'ailleurs, leur façon de s'exprimer, j'avais même l'impression qu'ils revenaient de l'étranger. Ils étaient deux métis, je crois, des blancs même, comme si c'était des Marocains. Voilà que... Ils sont arrivés avec un accent bizarre. « Ah, monsieur Mapangou, voilà, choisissez le texte. » J'ai choisi le texte. Mais j'avais peur. Parce qu'on dit souvent que quand vous tombez sur une femme, les femmes cassent. Les femmes font ça souvent dur. Mais j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis remis à l'homme. Donc j'ai fait mon travail devant l'homme. J'ai totalement ignoré la femme. Mais le téléphone de l'homme a sonné, l'homme s'est déplacé, je suis resté avec la femme. Imaginez, la peur a encore augmenté. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, c'est ça la vie. Soit ça passe, soit ça casse. J'affronte la chose. J'affronte la peur avec la peur. Les maladresses qui pourraient arriver, tant mieux. Mais je ferai tout pour éviter les maladresses. Mort, mort, vivant, vivant, comme on dit au quartier. D'accord. J'ai une question très importante à vous deux. Est-ce que ces candidats qui passent au second tour, l'échec, il y a combien de pourcents? Généralement, on dit qu'on passe le bac au second tour, l'échec est minimal. Mais moi, je pense que c'est une belle politique de donner 100% à ceux qui ont passé au second tour. Pourquoi? C'est humain. La personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne a passé la session ordinaire. La personne a pu avoir le nombre de points requis pour être admissible. La personne vient se présenter au second tour, même si la personne répond à des questions qui ne sont pas... On donne des réponses à des questions, des réponses pas vraies, n'est-ce pas? La personne fait un effort de réflexion. Et c'est au jury parfois de recadrer la personne. Moi, je me rappelle, pour la petite anecdote, je faisais un commentaire composé sur un texte, un poète. Voilà comment la dame me dit, puisque j'avais vraiment peur d'elle, elle me pose une question qui me tue. Elle me dit, mais Jérémy, on dit que le poète se donne en sacrifice pour édifier la société. Le poète se donne en bête, comme l'agneau. N'est-ce pas? Non, elle n'a même pas dit l'anneau. Le poète se donne en bête, comme le plus doux des animaux. C'était ce que disait le texte. C'est quoi le plus doux des animaux? C'est une question, en fait, j'ai répondu à toutes tes questions correctement. Mais quand elle me dit à moi, c'est quoi le plus doux des animaux? C'est la mort. Et là, le jury en tant qu'humaine, la dame en tant qu'humaine, pour m'éviter la catastrophe, me dit, oh, il y a un animal dans la Bible qui avait été donné en sacrifice. C'est lui le plus doux des animaux. J'ai dit l'agneau. Elle dit très bien, c'est l'agneau. Le poète, il est comme Jésus. Et là, je pense que c'est le genre de piège, qu'on doit éviter, parce que je me dis que quand un élève vient passer son second tour au bac, voilà, je me dis qu'on doit l'interroger rien que sur ce qui a été vu dans le programme. Voilà. Quand on l'amène dans des métaphores, on déborde un peu. Comme en anglais, ce qu'on appelle le branching out. On va en dehors. Oui, je ne refuse pas. Mais quand je sais, mais quand on va en dehors, et ça, c'est pas pour mettre le candidat il faut qu'on évite. À l'aise. Oui, mais le piège dans tout ça, c'est que quand vous le mettez à l'aise, hein,
Après, si en voulant le mettre à l'aise, il ne répond pas comme vous voulez, il faut également que vous puissiez tenir compte de cela. Que c'est vous qui l'avez amené dans ce terrain. Donc s'il tombe, donc vous évitez. Le fil des idées, effectivement, parce que l'on voit parfois que quand on interroge ce candidat sur tout ce qui a été vu en classe, il répond tout bonnement à toutes les questions. Mais c'est quand vous voulez le mettre à l'aise, par exemple, vous lui posez par exemple une question sur, par exemple, je ne sais pas trop, un rite traditionnel de son village, mais s'il n'a jamais été au village. D'accord. Hein? Il ne pourra pas répondre et je pense qu'on ne doit pas le sanctionner pour ça. Ouais. Voilà. Donc c'est un peu ce que j'avais à dire. On invite simplement au jury là. Le jury doit, soyez un peu top. Voilà, soyez un peu top et tranquille avec les petits. N'embrouillez pas les petits. Voilà, n'embrouillez pas les enfants. Soyez chaud là-bas. Donc on va faire comme ça un coucou à tous les candidats qui passent le bac au second tour, qui seront fixés dès ce samedi. Et Jérémy, Yannick Billet, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces candidats qui seront fixés ce samedi à leur sort? C'est une bonne chance, c'est déjà une bonne chance. Et déjà, honneur et grâce à eux, parce que moi je sais qu'ils auront tous leur bac. Je profite déjà à faire un coucou à tous les bacheliers. Coucou. Voilà, donc ça ira. On va fêter ensemble. D'accord. À l'église, hein? Même à l'église, c'est pas trop. En tout cas, où vous voudrez, sauf un endroit où même vous savez que je ne serai pas et je ne viendrai pas. Oui, Jérémy? Moi, je dirais déjà courage et foi en vous. Restez dans la prière, restez concentrés. Et comme on a dit tout à l'heure, les jurys, soyez cléments, soyez humains. Alors, on va se retrouver samedi pour la fête. Dans les pizzerias. Voilà, dans un salon de café. Voilà. Très chers téléspectateurs, allais-je dire, le temps qui nous a été donné nous est imparti. Monsieur Yannick Billet, un mot de fin. Juste vous dire merci encore, Monsieur Berny, de m'avoir invité encore une fois. J'espère pouvoir revenir prochainement pour parler encore d'autres thématiques. D'accord. Jérémy? On salue tous les spectateurs de l'émission La Quotidienne. Soyez toujours connectés, voilà. Parlez de l'émission à tout le monde. Parlez de l'émission aux étudiants de première année, deuxième année, troisième année jusqu'en Master 2 à l'Université Omar Bongo et dans les études qui font les sciences juridiques. Voilà, La Quotidienne, c'est vraiment l'émission qui est là pour vous, pour votre quotidien, pour vous égayer, pour vous informer. Chers téléspectateurs, restez connectés sur les programmes de RTH by Évangile TV. On se dit à lundi. Ciao, ciao. Okay, so